Smart at Work vous est présenté en partenariat avec Manutan. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, votre émission mensuelle autour du concept du bien travailler. Ce mois-ci, je vous propose une réflexion autour du leadership et management. Ce sont deux notions qui sont assez différentes, mais qui finalement peuvent se rejoindre dans la pratique. Et alors que les périodes de crise s'enchaînent, eh bien le leadership apparaît pour certains comme une nécessité. Mais alors, qui doit incarner ce leadership? Est-ce que c'est le chef d'entreprise, les managers? Quelles sont les qualités requises? Quels sont les écueils à éviter? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre avec mes invités tout de suite dans Smart at Work. Et pour commencer cette émission, je suis avec Arnaud de Malocène, directeur du développement de The Boson Project. Bonjour Arnaud. Bonjour Aurélie. Alors moi j'aimerais bien connaître votre réflexion autour du leadership et votre définition de ce mot, parce que vous participez justement à la réflexion stratégique de beaucoup d'entreprises. Donc comment est-ce que vous le voyez, vous, ce concept de leadership ? Alors je le détacherai de la pyramide organisationnelle qu'on connaît, j'y reviendrai après, mais si je devais définir le leadership, pour moi c'est une capacité à voir loin sur un sujet à un moment donné et une capacité à sortir du cadre. Une capacité à sortir du cadre. Est-ce qu'il y en a un qui est plus sur la vision, l'autre plus sur l'opérationnel ? Pas nécessairement. Après, en fait, on va faire un distinguo entre dirigeant et manager. Là, je ferai un distinguo avec un qui est plus sur la vision et qui est plus sur un niveau prospectif et un manager qui va être plus sur l'opérationnel. Mais le leader, je pense qu'il y en a besoin à tous les niveaux de l'organisation. Et donc, je ne ferai pas un distinguo en disant à la tête, il y a les leaders et sur le terrain, il y a les managers. Je ferai plutôt un distinguo entre dirigeant et manager pour ce qui est de la vision et d'une répartition des rôles avec un qui porte un certain cap et une impulsion, et puis les managers qui la mettent en œuvre derrière. Et sur la différence entre leader et les leaders, je pense qu'il y en a besoin à tous les niveaux de l'organisation. C'est-à-dire que dans toutes les entreprises qu'on accompagne au quotidien, on va avoir des dirigeants qui sont des leaders, avec une capacité à remuer finalement l'organisation, à tordre un peu le système pour atteindre des objectifs, essayer de s'adapter et d'innover. Mais on va en avoir besoin aussi de ce type de leader dans les équipes. Et parfois, c'est même pas des managers. On dit souvent, quand on arrive dans une équipe, le vrai leader, en fait, c'est pas le manager. Ça va être tel expert, ça va être telle personne qui a une capacité à secouer un peu le système pour s'adapter, pour innover. Les entreprises, pendant le Covid, on l'a vu. Les leaders, ce n'était pas nécessairement ceux qui étaient à la tête. Les leaders sur des entreprises dans le retail qui ont dû faire face à la fermeture des magasins pendant des mois, les leaders, c'est ceux sur le terrain qui ont réussi à adapter pour passer en full drive pour certains magasins et ce genre de choses-là. Et ce n'est pas nécessairement les dirigeants qui ont été à ce moment-là les leaders de l'entreprise, mais ça a été finalement ceux qui étaient au plus près du terrain, au plus près du client. Quand je vous écoute, vous parlez de leaders qui ont la capacité à secouer un peu les organisations. Quand on pense au leadership, on pense, enfin moi en tout cas, je pense un peu charisme aussi. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas être leader, il faut avoir des qualités intrinsèques innées. Je ne sais pas si c'est inné, parce que vous pouvez être leader sur un sujet donné à un moment donné et pas l'être 2 mois plus tard parce que ce n'est pas votre sujet et que ce n'est pas le moment. Je peux prendre un exemple. J'étais dans une entreprise qui vend des pièces détachées automobiles sur Internet. Et c'était assez intéressant parce que je me retrouve en entretien face à une personne de 50 ans qui n'a pas son bac, qui est logisticien sur une plateforme logistique. Et il me démontre qu'il y a un problème de qualité dans son entreprise. Je lui dis, mais comment vous avez fait pour démontrer ce problème, etc. Il dit, mais ça fait 6 mois que je commande à la concurrence sur ses propres deniers. Et donc derrière, il a travaillé lui de son côté en disant, on fait face à tel problème. Donc en fait, le service qualité qu'on devrait avoir, c'est celui-là. Là, on a un leader. Mais on n'a pas un leader qui est dirigeant. On a un leader qui, sur un problème donné à un moment donné, a une capacité à aller questionner quelque chose, à aller au bout de ce questionnement et à proposer une solution. Vous diriez que peu importe à quel niveau il se trouve, en tout cas, le leadership est indispensable à un moment ou à un autre dans une entreprise et dans une organisation, quelle qu'elle soit ? Oui, et il ne faut pas opposer leadership et management. En fait, les deux sont complémentaires. Vous avez de très bons managers qui sont là pour assurer une cohérence, un cadre commun et faire en sorte que finalement le système puisse délivrer une certaine performance. Mais au milieu, vous devez avoir des électrons qui ne sont pas totalement libres, mais qui vont être en capacité de remettre en cause ce système. Si je fais de la socio de comptoir, sociologie, on a un système, finalement, il est là pour organiser le travail de la manière la plus efficace possible.
Mais un système, il vit par lui-même une fois qu'il est en place. Et si on ne le maintient pas en mouvement, ce système, ça va devenir la tour Eiffel dont parlait Michel Serres, qui ne sait plus bouger. Donc le sujet, c'est comment partout on a des leaders qui sont en capacité de préserver le mouvement. Et ça, c'est pas nécessairement les managers. C'est pour ça que j'aime pas du tout quand on dit dans toutes les boîtes, on a actuellement l'espèce de discours du manager, soyez tous des leaders. Mais c'est une injonction qui est complètement paradoxale. Déjà, tout le monde n'a pas cette capacité à avoir une vision sur un sujet donné, etc. Il y en a qui sont très bons dans l'organisation pour faire grandir les gens au quotidien, etc. Et en fait, on ne va pas leur demander d'avoir cette capacité poil à gratter, c'est pas la même chose. Et les managers, la plupart du temps, on leur dit soyez des leaders, c'est-à-dire allez-y, secouez le cocotier. Mais alors, par contre, vos objectifs, là, on vous attend, c'est le respect des process et des objectifs de production qui font qu'en fait, vous n'avez absolument aucune marge de manœuvre. Donc, je pense qu'il faut arrêter cette injonction complètement contradictoire et se dire qu'en fait, il y a besoin de tout. Je vais reprendre une image qui est assez inattendue. J'ai discuté avec le grand rabbin de France sur ce sujet-là, hyper intéressant, et donc il part dans la Bible, et il me dit, mais en fait, c'est Moïse et Aaron, c'est le leadership augmenté. En fait, il faut les deux. C'est-à-dire que Moïse, c'était le leader qui avait une espèce de vision très incarnée, très lointaine, etc. Mais par contre, c'était un leader qui n'était pas du tout charismatique, il était bègue, et en fait, c'est pas lui qui aurait embarqué tout le monde. Par contre, il y avait Aaron derrière. Et Aaron, lui, il tenait les gens, il les connaissait et il était en capacité de dérouler. Si on sort de la Bible, on prend une entreprise aujourd'hui, vous prenez Michelin, c'est très intéressant. Il y a un gérant et un co-gérant. Un gérant qui est très sur la vision, la stratégie, etc. et un co-gérant qui connaît extrêmement bien les industries de Michelin. Et vous avez un duo qui travaille, alors avec un chef qui est Florent Menegaux, mais vous avez un duo, je trouve, qui est assez intéressant à observer de ce point de vue-là. Vous le retrouvez dans d'autres organisations aussi. Mais la multiplicité des leaders ne risque pas de fragiliser l'entreprise à un moment? C'est-à-dire que si tout le monde veut un peu mettre son grain de sel... Non, parce que c'est là où le système a un intérêt et tout ce qu'on est en train de se décrire, ça part d'un système qui vit par lui-même, un système organisationnel avec un cadre commun, mais des bulles dans ce cadre-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est les principes de subsidiarité. Vous avez un cadre commun, des petits cadres, et dans ces cadres-là, vous avez une certaine marge d'autonomie. Et c'est ça qui t'a développé. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on arrive à préserver un cadre commun, que ce soit des process ou que ce soit une culture commune, où on arrive finalement à préserver ça. Et dans les organisations avec lesquelles on travaille, vous prenez toute la galaxie Mullier, ils sont très dans cette dynamique-là, très subsidiarité, très des leaders qui sont en capacité de challenger à leur niveau un certain nombre de choses. Finalement, celui qui ne va pas être dans le moule, qui ne va pas finalement travailler pour du commun, il va très vite être éjecté par l'organisation. Donc on n'a jamais observé finalement d'organisation anarchique avec cette définition-là finalement du leadership. Et je pense que les entreprises en ont encore plus besoin de cette complémentarité management-leadership à tous les niveaux de l'organisation après le Covid. Merci Arnaud, on va poursuivre cette discussion dans un instant. Et on poursuit cette discussion toujours avec Arnaud de Malocène, directeur du développement The Boson Project. Et nous ont rejoint sur ce plateau Bruno Thévenin, associé chez Osiris Conseil, ancien directeur général de PepsiCo France. Bonjour Bruno. Bonjour. Et Antoine Compin, bonjour. Bonjour Aurélie. Directeur général de Manutan France et partenaire de cette émission. Tiens Antoine, vu que vous dirigez une entreprise, est-ce que vous vous sentez l'âme d'un leader? Vous vous considérez comme un leader au quotidien? Alors, il est difficile de s'auto-proclamer leader. Il est plus facile de se proclamer manager, parce que généralement, manager, c'est une fonction qui est très définie. On est manager ou on ne l'est pas. Leader, c'est pas quelque chose qu'on peut revendiquer soi-même. C'est, à mon sens, quelque chose qui vient de l'équipe, du groupe, et qui va adouber le leader. Le leader, si on reprend la terminologie au départ anglo-saxonne, c'est celui qui conduit, celui qui embarque des personnes, celui ou celle. Pour pouvoir embarquer, il faut que les personnes acceptent de l'être. Donc c'est quelque part, en fait, ça vient de l'équipe qui va accepter et reconnaître le leader comme tel. Donc, la définition n'est pas si simple. En littérature, on a 230 qualités différentes qui vont définir un leader. Donc vous voyez qu'il y a 230 qualités différentes qui vont définir un leader. Donc c'est une notion qui, sans qu'elle soit complexe, ouvre un champ des possibles assez large. Donc c'est délicat de s'en prévaloir. Vous Bruno, quelle est votre définition du leadership? Je dirais que c'est la capacité de mettre en mouvement un collectif. Et à la question, alors du coup, c'est quoi le leadership concrètement? Je dirais que c'est quelque chose que tout le monde a à la naissance de façon naturelle, mais qui s'exprime sur un mode différent, suivant la singularité. On peut être persuasif, directif, participatif. L'important, c'est surtout pour un leader d'être lucide de son mode de leadership et de se donner les moyens de développer d'autres modes de leadership alternatifs, puisqu'un mode de leadership correspond à une situation, mais peut très bien ne pas correspondre à une autre.
Donc on a tous la capacité d'être des leaders naturellement. Mais ça veut dire qu'il faut quand même une certaine adaptabilité quand on est leader, parce qu'il faut savoir être au cas par cas, comme vous venez de le décrire. Ah bah absolument, c'est-à-dire qu'on peut avoir un style de leadership naturel qui nous amène à réussir dans un domaine comme l'industrie, où le fait d'être directif fonctionne plutôt bien, puisqu'on est processé, voilà. Mais si on dirige une agence de pub, je pense que ça va être plus compliqué. Donc du coup, tout au long de sa carrière et par rapport à ses désirs personnels, ses projections professionnelles, oui, on a la capacité d'activer des ressources en nous qui nous donnent accès à d'autres formes de leadership. Mais ça se travaille et de toute façon, notre zone de confort restera toujours le mode de leadership naturel qu'on a à la naissance. Arnaud, ça rejoint en fait ce que vous disiez tout à l'heure, où finalement chacun d'entre nous peut à un moment ou à un autre, selon les sujets, devenir leader. Est-ce que la condition sine qua non, c'est pas quand même d'avoir une vision qui n'est pas décorrélée de la faisabilité des choses ? Oui, mais en fait, ça dépend, et c'est là où ça va être intéressant, c'est où on se situe, à quel niveau de l'organisation. Un leader, je parlais tout à l'heure du sujet de la qualité dans une usine logistique. Oui, il va y avoir un sujet de faisabilité, c'est-à-dire que la capacité qu'il aura à voir ce qui ne va pas et à proposer une solution, ce sera immédiatement corrélé. Il peut dire ça ne va pas. Si derrière, en fait, il n'a pas une capacité d'analyse et une vision de ce qu'on pourrait apporter comme solution, en fait, il perd sa capacité de leadership. Finalement, il se contente de donner un avis ou de dire ça ne va pas. Mais derrière, il ne sera pas en capacité de bousculer les choses. À un niveau dirigeant, je dirais que c'est assez différent parce qu'il y a on voit beaucoup de dirigeants où la faisabilité, ce n'est pas vraiment le sujet. C'est-à-dire qu'il va y avoir une certaine impulsion, une certaine injonction, mais derrière, une déconnexion de la réalité que je trouve parfois problématique. Et les plus grands dirigeants leaders que moi j'ai pu voir et avec qui j'ai pu échanger, ils avaient toujours un lien à la réalité, alors qu'ils travaillent chacun à leur niveau, mais qui était assez bluffant. Vraiment bluffant, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste projeté sur, comme on le voit sur certains leaders qu'on entend sur on va changer le monde, etc., etc. On a un vrai lien entre une vision et la réalité de l'entreprise. Et ça, et je trouve que c'est des qualités qui sont assez rares et qui sont... Il y a un côté un peu surhumain, moi je trouve, dans le contexte actuel, d'arriver à connecter une vision qui est nécessairement complexe avec une réalité, de pouvoir embarquer les gens là-dedans. Bruno, vous êtes d'accord ? Je vous vois opiner Alors, du chef. oui, dans le sens où, alors, c'est vraiment, nous, on est au cœur de ce qu'on fait chez Osiris, c'est-à-dire que pour nous, un leader, c'est quelqu'un qui concilie les opposés. On crée de la valeur, pas quand on dogmatise, quand on est capable de concilier et le côté visionnaire, et je suis d'accord, et le côté réaliste. C'est à ce moment-là qu'on peut finalement trouver une route et un cheminement pour l'entreprise et pour soi-même. Alors ça veut dire d'abord travailler sur soi. Et le sujet du leadership aujourd'hui, il est là pour moi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de leaders qui ont été formatés dans les grandes écoles, qui arrivent avec la conviction qu'ils sont bons, et ils sont bons honnêtement, en tout cas sur des compétences techniques, mais est-ce qu'ils sont capables d'écouter, de mettre en avant l'intelligence collective au service de leurs problématiques ? Ça, c'est le problème. Donc oui, on a de toute façon, soit on est plus visionnaire, soit on est plus réaliste, mais la question c'est est-ce que je peux concilier les deux, le fait de faire du global, du local, de l'exigence, de la bienveillance, de la discipline, de l'autonomie, tous ces paradoxes qu'on donne à nos managers et qui considèrent ça comme des injonctions paradoxales, le leader doit les concilier. C'est ça son job et c'est comme ça qu'il crée de la valeur. Je me tourne vers le chef d'entreprise. Comment est-ce qu'on concilie les deux alors ? Entre quoi et quoi ? Entre manager et Entre et la leader. vision et l'opérationnel pour faire en sorte que tout ça se rejoigne à un moment ? C'est la complexité, mais je rejoins Arnaud. On a aujourd'hui ce qu'on demande chez Manutan. Donc, nous sommes une ETI française avec 2200 collaborateurs et c'est vrai qu'on n'a pas qu'un seul leader. On va évidemment s'appuyer sur plusieurs leaderships et d'ailleurs on va même s'appuyer sur des actes de leadership parce qu'il y a certains moments, vous le disiez, où des personnes vont se révéler en tant que leader. Ce qu'on essaye de regarder, c'est les leaders qui vont avoir à la fois la tête dans les nuages tout en gardant les pieds sur terre. C'est-à-dire la capacité à être créatif, prendre des initiatives, penser en dehors des sentiers battus, tout en conservant quelque chose de concret, de réalisable, de réaliste. Donc voir les choses telles qu'elles sont. Mais ça voir se trouve aussi ça ? Alors, il y a des formations, on pourra en parler, mais voir les choses comme elles sont, voir des choses comme elles pourraient être et peut-être mieux, mais surtout les rendre concrètes par un plan d'action. Alors, est-ce qu'on en trouve ? Oui, parce que tout à l'heure, vous le disiez, on a tous en soi quelque chose d'assez inné. Ce qui va faire ça va être exacerbé, c'est l'accompagnement qu'on va également apporter à nos collaborateurs pour qu'ils développent cet état d'esprit leadership. Donc, on a mis en place un programme qui s'appelle Leader of Tomorrow, en franglais les leaders de demain, parce que leader étant encore un mot un petit peu français-anglais,
où on va travailler justement sur l'état d'esprit nécessaire. Donc on est sur quelque chose qui est à mi-chemin entre la compétence et l'état d'esprit, cette prise d'initiative, mais aussi beaucoup cette humilité, le dépassement de soi pour mettre vraiment à contribution son rôle et son travail, mais dans le sens du collectif et pas uniquement dans un sens individuel. Donc vous voyez, c'est assez fin, mais ça s'apprend. Il y a le côté inné et il y a tout ce qu'on va être amené à développer tout au long de sa carrière. Arnaud, pour que ça marche, il faut qu'effectivement on sorte, et on est en train d'en sortir, je pense, dans la plupart des entreprises, de cette organisation très pyramidale qu'on a pu connaître, très du haut vers le bas, là, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus transversal, beaucoup plus horizontal, ce qui permet davantage l'émergence de leaders, parce que si c'est très hiérarchisé, ça ne peut pas marcher. Mais oui, et en même temps, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des organisations qui sont extrêmement hiérarchisées, comme l'armée, où finalement, dans certaines armes, il va y avoir une subsidiarité qui est extrêmement poussée à certains moments, plus que même dans certaines entreprises privées. Donc, je dirais qu'il y a un peu des deux. Après, le sujet, c'est... Et je vous rejoins là-dessus, il y a comment on accompagne chacun pour qu'il développe ses capacités. Et j'y ajouterai une brique, c'est le système. Comment est-ce que le système s'autorise à permettre ? Donc, je vais prendre un exemple. On a travaillé avec une compagnie aérienne où il fallait revoir le process de vol pour travailler sur l'autonomie des PNC. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez un chef de cabine qui donne des ordres et puis chacun prend son ordre fait. Donc, on est vraiment sur de la tâche. Et la réflexion, on a travaillé avec des pilotes, des pistards, des PNC, était de se dire, en fait, comment est-ce qu'on fait en sorte que chacun ait le même niveau d'information pour qu'ils se sentent responsabilisés, pour qu'ils ne se sentent pas être un numéro. Et en même temps, on voit s'il y a une satisfaction commerciale, sécurité, etc. Enfin, tout ça, ça se mesure. Donc tout ça est super sur l'intention, c'est génial. Et puis là, il y a la DSI qui dit non, mais attendez, vous n'allez pas craquer les iPads et le process, c'est hors de question. Donc le système dit non. Ça passe par le DG qui dit à la DSI, vous êtes gentil, vous allez craquer les iPads pour 6 vols expérimentaux. Et le système a su, parce qu'il y avait les connexions suffisantes, tordre finalement son process et son cadre pour permettre à ses leaders sur ce sujet-là d'agir. Mais on peut avoir l'injonction de dire... Les mecs, on vous a filé des coachs, développez vos qualités personnelles. Le système, en fait, il peut écraser tout ça. On a des gens qui s'épuisent contre le système alors qu'ils ont des qualités qui sont hallucinantes. Donc, il y a un jeu sur les deux où l'entreprise a aussi une responsabilité. Et c'est là, en complément de cet accompagnement personnel de ce qu'on va appeler les leaders à tous les niveaux de l'organisation. Et in fine, il est quand même question d'amener davantage de performance à l'entreprise et que cela permette son développement. Mais est-ce que c'est mesurable, l'impact du leadership ? Comment est-ce qu'on mesure des actions des leaders ? C'est une bonne question. Basiquement, l'entreprise, déjà, elle est formatée pour quantifier la performance économique. Donc, basiquement, ce qu'attend quand même un actionnaire, c'est que le leader délivre les objectifs qu'on lui confie. Après, il y a aussi des notions liées au capital humain. Et finalement, la capacité que vous avez à disposer de talents formés, engagés, et on a toutes les entreprises ont des enquêtes sociales qui permettent de déterminer finalement dans quelle santé, dans quel état est le capital humain. Quand vous avez dit ça, moi c'est ce que j'avais fait chez PepsiCo pendant des années. On a été 2 fois numéro 1 top employeur toute industrie en France sur les 2 dernières années de mon mandat, où l'idée c'était de dire la performance économique est au service de la performance sociale. Et inversement. Donc c'est vraiment le bien-être des collaborateurs, le fait qu'ils soient engagés et formés, qui fait que derrière, vous allez économiquement être viable et performant. Et du coup, vous allez pouvoir réinvestir. Donc capital humain et performance économique, voilà, pour moi, ce sont les 2 indicateurs d'un leadership sain au service d'une vision qui est posée. Mais limiter le leadership à la vision, c'est finalement, je trouve, réducteur dans le sens où il y a plein de leaders qui n'ont pas forcément dès le départ une vision. Je crois qu'il faut accepter que le leadership est multimodal et qu'il n'y en a pas qu'un de style de leadership, il y en a plusieurs. Comment vous les qualifiez, vous, les différents styles de leadership que vous pouvez repérer au sein de votre entreprise ? Bon, on a des leaders qui sont managers. D'ailleurs, on conçoit parfois difficilement qu'un manager n'ait pas une âme de leader à un moment. Mais on a aussi des leaders qui ne sont pas managers. On a des chefs de projet sur toute une série de transformations à mener et de projets qui, du coup, ne sont hiérarchiquement rattachés, qui n'ont pas d'équipe et qui ne managent pas, mais qui vont devoir, par leur état d'esprit, porter un projet et embarquer les équipes. Ensuite, sur le sens et la vision, alors plus la vision, mais on peut y ajouter cette notion de sens, on va interroger les collaborateurs sur leur compréhension de la direction que l'entreprise prend. Alors, on peut le faire de différents moyens. Chez Manutan, on passe par un organisme qui s'appelle Great Place to Work et qui permet de demander aux collaborateurs
sur toute une série de questions, leur ressenti sur ce que l'entreprise fait au quotidien. Et il y a notamment tout un pan de questions qui concernent cette vision, cette histoire. Est-ce qu'elle est comprise? Est-ce qu'elle est claire pour chacun? Donc ça, c'est une première façon de mesurer. La chose qu'on va ensuite essayer d'obtenir avec nos leaders, qui sont encore une fois identifiés et potentiellement pas encore identifiés, puisqu'on venait de dire tout à l'heure que chacun peut se sentir un leader à différents moments de l'organisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir chercher à faire émerger cet état d'esprit de leader chez chacun au travers d'une co-construction du projet de l'entreprise. Alors, c'est bien d'avoir une vision, on espère, c'est bien d'avoir du sens, on le souhaite, on y travaille, mais si en plus de ça, c'est co-construit avec l'ensemble de l'entreprise, que l'on va mettre à contribution pour qu'elle participe à la co-construction de ce sens et de cette vision, là, on embarque encore plus tout le monde. Il n'y a pas qu'une personne qui dit « c'est par là que l'on doit aller ». On fait en sorte de demander à chacun de contribuer, de donner son avis. Voilà, donc ça, c'est un bon moyen, c'est un bon poumon pour sentir effectivement l'adhésion et la compréhension de la vision qui est donnée. J'aime beaucoup et on en parle régulièrement avec Arnaud, ces histoires de co-construction. Et en même temps, je me dis toujours, mais comment est-ce que tout cela reste audible? Parce que finalement, si on demande l'avis à chacun, Arnaud, comment est-ce que le projet d'entreprise reste cohérent? Alors, co-construire ne veut pas nécessairement dire demander un avis. Et alors ça, moi, je rejoins totalement. C'est comme quand on fait des déménagements et qu'on dit on va demander l'avis aux collaborateurs. Et que quand on demande un avis, nécessairement, on arrive sur la couleur de la moquette, ils disent vert, le dirigeant veut du rouge, et du coup, c'est rouge. Et du coup, on a un effet qui est déceptif. Et l'entreprise n'est pas une démocratie. Et ça, je pense que c'est hyper important de poser ça. Et donc, derrière, on ne demande pas un avis, on demande la vision des collaborateurs sur tel ou tel enjeu. Mais en fait, le sujet, c'est quel cadre on leur donne. Le mandat, c'est pas diriger la boîte et ponder la stratégie, en fait. Le sujet, c'est sur 3, 4, 5 sujets. En fait, quelle est votre vision des enjeux? Et derrière, là, on va pouvoir travailler ensemble sur comment travailler ça. Et je rejoins, faire ça, en fait, ça permet de positionner les collaborateurs en responsabilité et pas en position passive du je donne un avis et ensuite c'est la direction qui fait pas ou etc. Donc on met tout le monde dans le même bateau. Et deux, quand on s'y prend de certaines manières, ça permet de faire émerger des leaders et des gens qui sont en général très cachés, qui sont très discrets, qui n'ont pas envie d'aller sur certains sujets, qui n'ont pas envie de parler à leur manager parce qu'ils vont se faire piquer l'idée, etc. Et quand on arrive à créer ces bulles-là, qui sont par exemple, comme vous disiez, directement rattachées à la direction avec des chefs de projet qui finalement n'ont pas les mêmes enjeux que des managers sur comment est-ce que je contrôle mon équipe, etc., on va avoir des gens qui petit à petit vont se révéler sur des sujets-là et c'est dans ces bulles-là que tout d'un coup on va en avoir qui vont se trouver un certain nombre de solutions, développer un leadership auquel on ne s'attendait pas. Nous, on a eu des dirigeants qui viennent nous voir en disant « Mais où est-ce que vous les avez trouvés, ceux-là » Je ne savais pas qu'ils étaient là, en fait. C'est quand même génial. Est-ce que ça permet aux dirigeants aussi, le fait de laisser émerger tous ces leaders, de se sentir peut-être un peu moins seul dans la conduite de son entreprise? On parle régulièrement de la solitude du chef d'entreprise ou de l'entrepreneur. Est-ce que ça, le fait d'avoir toute une petite armée de leaders en dessous de lui, avec lui peut-être, ça permet de sortir de cette solitude aussi? Alors c'est vrai que ce qui caractérise le mandat de pas mal de dirigeants aujourd'hui, c'est la complexité et la volatilité du monde dans lequel on opère. Et donc, penser que seul on va pouvoir répondre à cette complexité et à cette volatilité, je pense qu'il y en a peu qui le disent aujourd'hui. D'où l'idée de cette intelligence collective. Mais l'intelligence collective, elle existe peu. Et quand elle existe, faut-il encore qu'on fasse ce qui est nécessaire pour la promouvoir, et notamment en termes de diversité. Avoir des leaders, c'est super, mais si c'est les mêmes, s'ils pensent tous la même chose, ça a vraiment peu d'intérêt. Donc la question de fond, c'est comment on va promouvoir la diversité au sein de l'entreprise pour, en tant que leader ou dirigeant, récupérer les perspectives différentes de chacun. Et finalement, mon job en tant que leader, ça va être d'arbitrer. Fort des perspectives qu'on m'a données grâce à la diversité que j'aurais mis en place dans l'organisation, je vais pouvoir prendre une décision qui sera une décision lucide, parce que ce sera une décision qui aura été partagée, traitée par des personnes qui ont des singularités très différentes les unes des autres. J'entends le mot intelligence collective, j'entends aussi beaucoup le mot réflexion, idée. Ça suppose quand même donc quelque chose, un travail très intellectuel. Est-ce que quand on a une entreprise comme la vôtre, qu'on a forcément à un moment une espèce de culture du résultat, quelle qu'elle soit, comment est-ce qu'on laisse encore la place pour la réflexion ? Alors, la réflexion, elle a toute sa place et elle n'est pas antinomique avec la culture du résultat. Je pense même que les deux sont extrêmement positives si elles sont bien dans le même sens. Ce que l'on fait chez Manutan, ce qu'on a démarré il y a un peu plus d'1 an maintenant, on a mis en place une méthode de définition des objectifs communs pour tout le monde qui s'appelle, alors c'est un acronyme OKR pour Objectif et Key Results, en français objectifs et résultats clés, où on a défini ensemble, avec des groupes de travail, les 5 objectifs qui vont accompagner l'entreprise dans les prochaines années.
C'est une sorte de plan sur plusieurs années. stratégique, ouais. Exactement. Et ces objectifs sont déclinés en résultats clés avec plusieurs niveaux, les niveaux de la direction, les niveaux des filiales, etc., pour que chacun s'approprie au fur et à mesure le ou les key results, les résultats clés, dont il va être le responsable. C'est-à-dire qu'on lui dit, toi, ta contribution à ton niveau, elle est ici, tu dois obtenir ces résultats-là. Vous voyez qu'on est vraiment dans la culture du résultat. Mais on explique aussi que ces résultats sont raccrochés à un objectif qui est très général et qui est encore une fois le sens et la vision que l'on donne. Donc l'objectif ici, c'est que chacun ait une vision claire des objectifs généraux de l'entreprise et soit en capacité de s'approprier ses propres objectifs individuels qui vont même être inscrits dans son entretien de développement de début d'année, de manière à être très clair sur les attendus individuels. Il y a aussi des objectifs d'équipe, ceux du manager, et ça remonte comme ça jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. L'idée, c'est que derrière, Arnaud, ça permet ce genre de choses d'éviter d'avoir finalement des leaders avec des visions qui finalement pourraient être complètement différentes et plus du tout cohérentes avec la stratégie de l'entreprise. Ça peut éviter ça, ou ça peut éviter que la vision reste carrément dans les hautes strates, parce qu'il y a quand même un enjeu de, je ne sais pas si c'est déclinaison, mais d'appropriation et de responsabilisation au plus près du terrain. Et on voit souvent des stratégies qui sont magnifiques sur le papier. Je pense qu'on les présente à des actionnaires, c'est intellectuellement sublime. Mais derrière la dynamique de traduction que vous décrivez, en fait, elle est rarement faite. Et la traduction au niveau en dessous du COMEX, et puis alors ensuite à chaque niveau avec une cohérence. Et on a des entreprises qui partent même du terrain pour faire ces objectifs-là, pour qu'il y ait vraiment une cohérence et que, notamment, le management intermédiaire soit bien au service du terrain et pas une espèce de passe-plat. Donc, il y a des choses qui sont assez intéressantes de ce point de vue-là. C'est compliqué, mais les entreprises qui le font, moi, j'observe qu'elles y arrivent dans la dynamique que vous avez décrite, c'est-à-dire que c'est simple et c'est pas 15 milliards d'objectifs. Donc, la plus belle réussite que j'ai vue dans une entreprise, c'est au bout de 5 ans, on fait un certain nombre d'entretiens avec les collaborateurs, 5 ans du même projet d'entreprise. Et je demande où ils en sont. Tout le monde est capable de me dire où ils en sont. Je n'avais jamais vu ça ailleurs. Et donc, j'ai un entretien avec le directeur général. Je dis, vous avez fait comment ? C'est simple, une ambition, 3 objectifs, 6 chantiers. Et j'ai répété la même chose pendant 5 ans. Donc, c'est simple, c'est accessible. Chacun sait à quel niveau il est. Et on ne fait pas sur 45 objectifs pour satisfaire les actionnaires. Je sais pas, on part d'une réalité, on revient sur la connexion à la réalité. Qu'est-ce que sont capables d'encaisser mes équipes ? Et je montre que moi, je suis capable aussi de prioriser et du coup d'avoir que 5 chantiers par exemple. Merci beaucoup Arnaud de Malocène. Je rappelle que vous êtes directeur du développement The Boson Project, Antoine Compin, directeur général de Manutan France et Bruno Thévenin, associé chez Osiris Conseil. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work sur Bismart. Smart at Work vous a été présenté en partenariat avec Manutan.